parole est à vous. Je vais juste essayer de vous partager le PowerPoint. Je vais voir si j'arrive. J'ai un message d'erreur. Donc, on va bien sûr ouvrir le bac de partage, hein, c'est juste. Dans les différentes actions. Je ne vous entends plus. Il y a un carré avec une flèche en haut. Ouais. Le carré avec une flèche. Partager du contenu ou contrôle majuscule E. Ça n'a pas l'air de marcher. Mike, est-ce que tu l'aurais sous la main par hasard? Ouais, je suis en train de regarder. Ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Mais on ne voit pas le PowerPoint. On voit les fenêtre dans laquelle le PowerPoint est rangé. Ouais, donc là, il faut en fait, si le PowerPoint est ouvert, il faut enlever le partage d'écran et recommencer et sélectionner le PowerPoint. Ah, ok, ouais. Parce qu'il faut choisir la fenêtre qu'on veut partager. Ouais. Voilà, cette fois, c'est bon. Là, vous y êtes? Tout Oui, le monde? c'est parfait. Merci, Mike. Avec plaisir. Ok, on démarre. Alors, on a lu 3 bouquins entre Cindy, Céline et moi. Je vais commencer. En préambule, donc, Cindy étant à l'étranger, elle nous a informé que si elle n'était pas avec nous, il fallait qu'on continue parce qu'elle a des bandes passantes extrêmement limitées. Et puis, je crois que vous vous êtes arrangé avec Céline pour qu'elle fasse éventuellement une fiche de lecture après coup. C'est ça, exactement. Voilà, qu'elle a lu. OK. Donc, très bien. Donc, je vais démarrer avec l'ouvrage que j'ai lu et puis ensuite, je céderai la parole à Céline qui enchaînera. Pour ma part, j'ai pris Lost in Management de François Dupuis. Donc, on a commencé tous les deux à mettre une petite note sur les auteurs, de manière à ce qu'on puisse situer les personnes qui nous ont rédigé ces ouvrages. Donc là, on est en face de François Dupuis, qui est un sociologue de renom. J'ai trouvé intéressant d'introduire le sujet avec une citation de Erhard Friedberg qui en fait est présente dans le bouquin et qui m'a personnellement beaucoup parlé. Les règles ne sont pas importantes pour ce qu'elles disent, mais par l'usage que les acteurs en font. Et je trouve que j'essaierai de le démontrer pendant cette présentation, mais je trouve vraiment que c'est très parlant par rapport au contenu de cet ouvrage. Quand j'ai commencé le bouquin, j'avais vraiment le sentiment qu'on allait passer au travers de ces expériences, en commençant par les pires pratiques managériales qui existaient parmi les enquêtes qu'il a menées, pour terminer sur l'idéal qu'il faudrait qu'on mette en place dans nos entreprises. Et en fait, ce qui était très intéressant et très riche pour finir, c'est que ce n'était pas du tout ça quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin du bouquin, on a affaire à quelques expériences plus innovantes ou qui ressemblent davantage à ce qu'on a déjà traité dans le module s'agissant de l'agilité, mais elles ont toutes des limites. Et c'est finalement ça qui moi, m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup intéressé, c'est qu'au final, il n'y a absolument aucun modèle idéal. Et ce que j'ai eu le sentiment, finalement, c'est qu'à chaque fois qu'une organisation tend à atteindre un certain équilibre, eh bien cet équilibre est à nouveau revu et puis bouleversé.
par des éléments entrants ou des éléments qui émanent directement de l'organisation elle-même. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Je trouvais finalement qu'il y avait une partie d'humilité dans son travail. C'est un vrai travail parce qu'en fait, il a mené 18 enquêtes vraiment de terrain. Il a mené près de 800 interviews dans différents secteurs d'activité. Et c'est ça qui était très riche finalement dans cet ouvrage, c'est qu'on a vraiment affaire à des vécus d'entreprises très différentes les unes des autres en termes de taille, en termes de provenance d'activité, et puis en termes de pays aussi. Donc, il ne s'est pas cantonné à rester sur le territoire français, par exemple, mais il est allé aussi outre-Atlantique. Et c'était aussi très intéressant de voir ça. Finalement, et je le mets dans ce résumé, on s'attendait et on s'attend à avoir des entreprises qui, depuis l'intérieur, correspondent à des modèles qu'on s'en fait, c'est-à-dire extrêmement avec beaucoup d'autorité, le pouvoir à la direction, etc. Et puis, on remarque assez rapidement à la lecture des premières pages que, non pas que l'autorité est absente dans les entreprises, mais en fait, et je l'ai mis, elle est en quelque sorte descendue. C'est-à-dire qu'elle ne s'exerce plus forcément là où on l'attend. Elle est descendue à des couches plutôt d'exécution. Et au travers finalement de tout ce que les gens ont mis en place dans leurs organisations, en termes de process, en termes de transversalité, en termes d'opération en mode projet, d'externalisation, finalement, elles se sont perdues. La direction s'est perdue. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a des zones de confort qui se sont créées au niveau des postes plutôt d'exécution, qui peuvent s'aménager en fait des zones de protection et des zones de confort au milieu d'une direction qui est fragmentée, qui est plus opaque, qui en perd un peu son latin. Et c'est ça qui était vraiment très intéressant, c'est que finalement, l'autorité, elle est exercée dans les organisations, mais elle n'est pas exercée au niveau où on l'attend. Il démontre aussi au travers de ces enquêtes que l'implication au travail qui provient principalement d'une valeur qui est la confiance, eh bien, elle disparaît. Elle disparaît parce que finalement, de par la pression croissante dans les entreprises, la prolifération des contrôles, du reporting, des indices de performance, etc., eh bien, on sent un certain découragement, une sorte de retrait, même une certaine détresse ou de la souffrance, avec des gens qui sont nettement moins impliqués dans leur travail et puis qui s'améliorent des zones de protection. C'est de ces zones-là de protection dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, à force d'être surcontrôlé, d'être brutalisé par l'organisation, eh bien, chacun s'aménage des zones de protection. Il y a quelques exemples qui démontrent qu'on peut faire aussi différemment. Et ça, c'était plutôt vers la fin de l'ouvrage, où on a des entreprises qui tentent des modèles différents avec plutôt une volonté de mettre en avant l'autonomie, un sentiment d'avoir une marge de manœuvre, d'être acteur de sa vie professionnelle, et ce qui contribue à un certain bonheur au travail. Par contre, comme je disais en introduction, eh bien, il y a toujours des nuances à apporter à ce type d'organisation-là. Typiquement, très souvent, et on avait l'exemple d'une société de distribution qui employait des facteurs, eh bien, c'était une catégorie, une population dans l'entreprise qui était relativement heureuse à sa place de travail. Et au moment où l'entreprise a commencé à apporter des modifications d'organisation, du changement, eh bien, ça a mis à mal en fait le bonheur au travail parce que on démontrait par cette enquête-là que finalement le bonheur au travail est souvent relativement contre, ou en tout cas assez réticent au changement. Et tout à la fin du bouquin, finalement, il y a deux éléments fondamentaux qui sont assez parlants, c'est la simplicité et la confiance. Confiance qu'on retrouve finalement, qui est mis à mal et puis qui est encore une fois démontré comme étant un élément qui est central dans les relations du travail.
Et puis, c'est un peu la conclusion qu'il amenait finalement, c'est de donner certaines clés en disant soyons simples et en confiance. Confiance en nous, mais confiance en les autres également. Voilà donc pour ce qui est le résumé de l'ouvrage. Ce qui m'a marqué dans ce bouquin, déjà, c'est un peu l'histoire d'où ça vient. L'auteur parle d'une certaine paresse managériale, une sorte de sous-travail ou de sous-production pour une partie des entreprises qui émane au sortir des 30 Glorieuses. Donc, on est là dans les années entre 45 et 75, après-guerre. Il amène aussi une notion intéressante, c'est le caractère endogène des organisations, c'est-à-dire des organisations qui sont plutôt orientés sur leurs propres problèmes, qui ont de la peine à finalement voir un peu le monde qui l'entoure, et on rejoint des éléments systémiques qu'on a aussi traités lors du module qu'on vient de vivre. Et ça m'a aussi beaucoup parlé pour comprendre en fait les résultats de ces enquêtes. Et puis, un élément aussi que j'ai voulu relever, c'est que finalement, il utilise à un moment donné qu'au final, on n'est que dans du taylorisme relooké. Et ça m'a beaucoup parlé sous l'angle de finalement, on réinvente jamais rien et on revient toujours à des espèces de cycles qui prennent un visage différent mais qui continuent quand même à recréer des schémas qu'on connaît déjà. Il analyse aussi de manière assez poussée deux organisations, l'organisation en silo qu'on connaît, tout comme l'organisation matricielle qu'on connaît aussi. Et puis, il démontre de par ses enquêtes que finalement, c'est dans l'organisation en silo que les employés se sont créés ces zones de protection, où finalement chacun agit dans son coin sans forcément se soucier des autres. Ça développe un espèce d'esprit de clocher dans les organisations. Et puis, que les informations qui viennent souvent top-down, il faut le dire, elles sont souvent interprétées en fonction des propres intérêts des acteurs à l'intérieur de ces silos. Quant à l'organisation matricielle, finalement, il est assez radical en disant que c'est une organisation qui ne fonctionne pas non plus parce qu'il n'y a absolument personne qui véritablement joue le jeu de la matrice parce que chacun a quand même le souci de rester indépendant localement. Quant à tous les éléments des processus, des KPIs, du reporting, des contrôles, alors il démontre encore une fois que ça produit beaucoup d'inquiétudes, c'est aussi source de souffrance, de désarroi, que souvent les processus qui tendent à éclaircir les choses produisent beaucoup plus de difficultés qui créent une véritable visibilité. Et puis que finalement, tous les contrôles qu'on met en place, tous les reportings, eh bien, ça incite encore plus les acteurs à pas aller au bout des choses, à pas terminer ce qu'ils ont commencé, parce qu'ils naviguent vraiment au milieu d'une espèce de jungle bureaucratique qui finalement les empêche d'aller jusqu'au bout des choses et qui crée du flou. Et ce flou, je reviendrai tout à l'heure, c'est intéressant parce que ce flou, il est souvent utilisé plutôt par les employés pour justement se créer des zones de confort. Plus c'est flou, plus les employés finalement arrivent à sortir leur épingle du jeu. C'est ce qu'on voit dans les différentes enquêtes. Je me suis permis aussi de classer un peu à mon sens, trois différentes parties prenantes pour bien les catégoriser dans l'ouvrage. La direction, donc il démontre, comme on l'a vu tout à l'heure, que elle n'a plus forcément l'autorité, elle est vide de substance, elle est otage aussi des fonctions inférieures qui, elles, impactent véritablement le résultat de l'entreprise. J'ai pris l'exemple des commerciaux, ça m'a aussi parlé. Aujourd'hui, il y a des fonctions dans l'entreprise qui sont capables de prendre en otage la direction parce que c'est eux qui amènent le chiffre d'affaires, c'est eux qui détiennent véritablement le pouvoir. Si on doit s'orienter sur le pouvoir financier finalement de l'entreprise. Et puis, dans un monde où on demande aux directions d'être beaucoup plus claires, d'être beaucoup plus transparentes, eh bien, on se rend compte qu'elles sont souvent à contre-courant. Et puis, même si elles tentent d'être plus claires et plus transparentes, elles font relativement tout le contraire. Et on avait aussi une notion qui était intéressante. Et il me semble-t-il qu'on avait aussi traité ça dans le module, c'est la volonté de réduire l'incertitude. Et ça, c'est beaucoup sorti aussi dans cet ouvrage, on le retrouve là.
En ce qui concerne le management de proximité notamment et les chefs de projet, souvent les chefs de projet, ils assument une autorité qui est relativement illégitime parce que finalement, ils n'ont pas une grande marge de manœuvre sur les collaborateurs qui travaillent de manière assez éphémère dans un projet. Et finalement, ce n'est pas les chefs de projet qui vont déterminer leur rémunération, qui vont déterminer leur niveau d'évaluation, etc. Donc, ils ont une autorité relativement illégitime dans les projets. Et puis, ces managers de proximité, finalement, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Et puis, ils ont peu de marge de manœuvre parce qu'ils sont dans des couches très hiérarchisées. Et puis, je l'ai mis, effectivement, on leur laisse finalement que des miettes. Donc, ils ont finalement très peu de latitude dans ce contexte avec une direction qui ne sait pas vraiment pourquoi elle le fait, mais qui met beaucoup la pression. Et puis, des collaborateurs qui sont désengagés et qui ont développé une grande autonomie parce qu'ils ont la connaissance finalement du terrain. Puis ces employés, justement, ils sont mis sous pression et la pression fait qu'ils se désengagent, ils se protègent et puis souvent, ils investissent d'autres alternatives et c'est là qu'ils démontraient aussi des notions de work-life balance, etc. Eh bien, ça provient aussi du fait qu'on ne s'y retrouve pas forcément dans une sphère réconfortante dans l'entreprise, donc on investit d'autres sphères, notamment la famille, pour y trouver plus de réconfort dans sa vie. J'ai trouvé cette notion aussi à relever parce qu'elle peut expliquer aussi en partie pourquoi il y a cet avènement de vouloir équilibrer vie professionnelle et vie familiale. Ce n'est pas la seule chose à mon avis, mais c'était intéressant de le voir sous cet angle-là. Alors voilà, donc quelques pistes que j'ai pu constater en lisant ce bouquin et en participant, en couvrant ces différentes enquêtes. Finalement, la clé est peut-être dans la régulation plutôt que l'établissement de règles. On a un exemple d'une société plutôt en fin d'ouvrage aux États-Unis où il n'y a que très, très peu de règles qui sont mises en place à l'intérieur. Par contre, il y a une forte régulation. Alors, j'ai trouvé aussi un peu étonnant parce que cette régulation, elle se fait pas directement par la hiérarchie, mais elle se fait par les employés eux-mêmes. Donc, ça veut dire que si quelqu'un doit être averti, l'avertissement provient du collectif. Donc, je trouve que c'est une manière intéressante, mais qui certainement a aussi des dangers, parce que moi, j'ai eu l'image plutôt d'une espèce de meute, dans laquelle, si on est accepté, on est accepté jusque dans son sang. Et si la meute rejette, elle rejette définitivement. Et je pense que, on parle de dérives, ça peut aussi amener certaines dérives. Mais effectivement, dans cet exemple, il y a très, très peu de règles à l'interne qui sont très formalisées. C'est le collectif qui les établit finalement. Un des principes aussi, c'est l'abolition des monopoles internes. Qui n'a pas vécu dans nos sociétés contemporaines des départements ou des services qui ont le monopole? Moi, l'exemple qui me parle le plus, c'est les services IT. Je veux dire, on est complètement dépendant de nos départements informatiques aujourd'hui. Et bien, une des clés qui a été démontrée au travers d'une autre expérience, c'était de mettre finalement tous les secteurs, tendre à mettre tous les secteurs au même niveau et éviter les monopoles internes. L'importance donnée aussi au réseau interne, étant donné que c'est là qu'on trouve la connaissance et puis que les collaborateurs se sont aussi créés des zones de confort. Ils interagissent d'abord entre eux plutôt que d'interagir avec leur hiérarchie. Donc, c'est intéressant de voir que les réseaux internes sont très puissants. L'autonomie, ça c'est un maître mot qui revient très souvent dans l'ouvrage. C'est visiblement un besoin que nous avons tous aujourd'hui et qui se confirme au travers de ces différentes enquêtes. Une expérience aussi intéressante, c'était replacer le client au centre de l'entreprise. Ça, je trouve que c'est un slogan qu'on entend un peu tous. En tout cas, moi qui travaille dans le monde de la banque, ça fait bientôt 10 ans qu'on parle de ça et qu'on dit qu'il faut replacer le client au centre de notre attention. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il amène une notion en disant, mais replaçons le client au centre, mais faisons tourner l'entreprise autour de ce client. Et donc là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que de nouveau, on amène, à mon sens, une notion systémique. Et puis,
aussi un domaine qu'il n'a pas beaucoup creusé, moi qui m'aurait beaucoup intéressé, c'est de laisser plus de place à l'informel et à l'implicite dans les entreprises. Et ça, Dieu sait que, ça, à mon sens, ça nous parle relativement tous parce qu'on a tous vécu des organisations où il y a des règles et il y a autre chose à côté. On n'arrive pas toujours à définir, qui peut-être du domaine de la culture d'entreprise, que sais-je, c'est peut-être pas important de trouver un mot dessus, mais on sait tous et on le sent, c'est une question de feeling, qu'il y a des choses qui fonctionnent en parallèle des règles. Et ça, c'était intéressant, bien que ça n'a pas été énormément creusé dans l'ouvrage. Donc voilà, ce que j'en retire de tout ça, finalement, c'est que c'est jamais blanc ou c'est jamais noir. Le monde de l'entreprise, quel qu'il soit, même pour les expériences qui étaient à la fin du bouquin intéressantes sous l'angle de l'agilité, ça reste un monde qui est contrasté et contradictoire. On voit que souvent les organisations, elles réalisent des mouvements de balancier. Tantôt, elles sont centralisatrices, tantôt, elles reviennent à des réalités de terrain. Donc, c'est des cycles. Et puis, il y a cette notion du flou. Et puis, le contrôle se fait mieux dans le flou que dans la clarté. Ça, j'ai trouvé très percutant. Et ceux qui ont compris ça, c'est les salariés avant tout. Et c'est peut-être pour ça que le pouvoir, c'est aussi un peu décentré sur les salariés. Je retiens quand même aussi que plus le bonheur au travail monte, plus les changements sont moins bien accueillis. Donc ça, c'est une notion aussi où je trouve assez logique, mais qui ne me serait pas venue comme ça de premier abord. On voit aussi, et on le démontre, que souvent le changement au sens large, il n'est pas vraiment très profond dans les entreprises, il est plutôt cosmétique, mais on a peu de courage pour vraiment amener un changement radical. Et puis, de nouveau, à la fin, c'est assez fou de voir que toute organisation, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, a sa part d'ombre. Et elle finit quand même par bouger. Même si elle n'en a pas envie, elle va bouger par le bas. Ou alors, on décide de ne pas rester sur ses lauriers pour des questions commerciales ou des questions financières. Et on finit tôt ou tard par faire évoluer l'entreprise. Et j'ai trouvé ça assez parlant. Donc, je termine avec une question parce que finalement, ça résume tout. C'est comment récupérer ce que l'on a laissé filer par cette paresse managériale qui revient souvent au moment où le travail devient répulsif. Et ça, c'est une question qui laisse ouverte à la fin de son ouvrage que j'ai trouvé vraiment parlante parce que on est vraiment dans cette période où finalement le travail amène une certaine répulsion. Et c'est justement maintenant qu'on devrait pouvoir récupérer certaines choses qui sont parties avec le temps, avec cette paresse managériale, ce sous-travail, cette baisse de productivité, cette baisse d'identification aux entreprises. Et j'ai trouvé cette phrase finalement intéressante et la laisser comme ça suspendue dans l'air. Voilà, je pensais que c'était pertinent de terminer cette analyse par cette question. Voilà pour ma partie. Du coup, Céline, tu enchaînes? Oui, volontiers. Mike, est-ce que tu arrives à passer juste à la page suivante, s'il Je vais te plaît? faire ça. Merci. Voilà. Parfait, merci. Du coup, moi, j'ai eu la chance de lire l'ouvrage en fait de Roland Guéry qui s'appelle La dignité de penser. Je trouvais judicieux, comme Mike, de débuter en fait par une brève biographie qui fait lien aussi finalement dans son ouvrage avec son secteur d'activité. Donc, Roland Guéry en fait est psychanalyste et puis professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille. Et puis, en fait, pour lui, la parole et le langage ont une place, en fait, qui est essentielle dans son écriture et puis son enseignement. Il est fortement engagé, en fait, dans les débats. Il s'oppose à ce qu'il voit comme une des dérives du scientisme en psychiatrie et puis l'instrumentalisation de l'humain. Donc, il a notamment écrit, finalement, La dignité de penser, qui est sorti en octobre 2013. Qui peut sans doute passer à la suite. Merci. En ce qui concerne le résumé de son ouvrage,
Donc, dans ce livre, en fait, Roland Gory démontre en fait que nous ne sommes jamais autant affranchis en fait de l'humain pour nous concentrer sur des évaluations et puis des statistiques qui prônent en fait une normalité qui est complètement biaisée. Pour lui, le monde traverse en fait une crise de l'autorité, qui est aussi finalement une crise de la culture, sur laquelle le pouvoir exerce en fait une pression des dispositifs normatifs. On parle de quadrillage et puis de contrôle social. Il fait le lien, comme je vous le disais avant, avec son domaine d'activité, en fait, en mettant en relation les échelles de diagnostic et puis d'évaluation des traitements psychiatriques qui tendent à se conformer en fait à un même scénario narratif qui peut lui être masqué par des traits formels de mesure et de quantification qu'on dirait soi-disant objectifs ou bien efficaces, qui permettraient en fait de dépister des anomalies. Donc on parle d'une normalisation clairement abusive des diagnostics et puis des pratiques des soins psychiatriques. On parle également en fait d'une logique du plus performant qui obéit finalement pas à un souci d'équité ou d'émancipation. On parle aussi toujours de plus de savoir. C'est une logique en fait qui contribue au principe cardinal d'une nouvelle civilisation des mœurs, qui est en fait tout autant une machine de gouvernement qu'un dispositif de subjectivation. Donc on est clairement en train d'accroître le vide de la pensée et puis d'accroître le vide de la pensée au sein d'une culture. Pour lui, le savoir, en fait, il se transforme clairement en système d'information et devient mesurable, on parle même de marchandisable, et puis les éléments qu'il compose sont commensurables et puis homogènes. Il y a de nouveaux jeux de langage du social et du politique qui voient le jour. Le concept de valeur accorde toujours plus de place à l'information et puis à l'information qui circule, une information qui se transforme finalement en un événement nouveau et qui lutte sans cesse contre l'entropie des systèmes et puis qui se vend comme une marchandise. Tu peux passer à la deuxième page volontiers. Merci. Pour lui, on parle aussi de troubles du comportement. Donc ceux qui résistent à cette civilisation des mœurs que je vous ai citée avant sont soit par souffrance intérieure ou soit par choix social et qui rentrent pas dans une norme des échelles d'évaluation. Pour lui, dans une civilisation où règne le système d'information, que ce soit sous sa forme médiatique ou bien sous sa forme technoscientifique, seule la nouveauté et l'actualité s'imposent aux dépens de la mémoire, des pratiques de transmission que permettent le récit et puis la parole vivante. Roland Gory, en fait, il estime que la France qui se lève tôt, elle n'a plus le temps d'analyser les rêves. Selon ses constatations, pour lui, le temps, c'est de l'argent. Et puis dans le capital humain qui est l'individu, il faut savoir l'investir. Les nouvelles formes de civilisation conduisent finalement l'individu à se poser 3 défis. Les 3 défis qu'il mentionne en fait dans son ouvrage sont comment gérer les relations à court terme et puis façonner de manière stable sa propre vie et puis le sentiment durable de son moi dans une culture qui prône la flexibilité des tâches, des emplois et des lieux. Le deuxième défi qu'il a identifié, c'est finalement comment acquérir de nouvelles compétences au moment où l'éloge du potentiel détruit l'idéal du métier. Et puis le troisième défi, c'est comment tisser son histoire et son passé dans une civilisation de la contingence et de l'immanence. Donc pour lui, en fait, on subit des chamboulements qui nous amènent à entrer dans une culture finalement qui s'éloigne toujours davantage du capitalisme social et puis industriel pour installer finalement un capitalisme financier où les investisseurs en fait dominent les managers et puis où les profits à court terme prévalent sur les productions industrielles. Les institutions, selon lui, se sont métamorphosées et puis finalement participent à la fabrication de nouveaux idéaux. On parle d'une personne idéalisée qui se dérobe à toute dépendance et qui ne s'accroche finalement pas à d'autres. Ma synthèse sur cet ouvrage, finalement, c'est comment retrouver le courage de puis plus accepter de transférer aux machines bureaucratiques et numériques un pouvoir de décider à notre place. Retrouver le goût de l'espoir d'atteindre le réel par l'idéal, de recréer des conditions sociales et culturelles qui permettent finalement de penser, de juger et de décider sans se référer à cette normalité biaisée. Et puis le plus important, remettre la parole au centre de la vie sociale.
Pour lui, c'est finalement, enfin, selon moi, c'est vraiment un ouvrage qui démontre une société contemporaine qui est complètement obsédée par les chiffres, la norme et puis la surperformance. Et puis, ben, à l'issue de la lecture de cet ouvrage, je dirais que j'ai 2 questions qui restent en suspens. On parle de vérité, mais finalement, qu'est-ce que la vérité? Quelle définition on pourrait lui attribuer? Donc, on parle de somme de corrélations humaines qui ont été amplifiées, enjolivées, transposées, et puis des vérités qui deviennent des illusions, mais en fait, dont on a oublié que c'était des illusions. Et puis, la dernière question, c'est comment retrouver le sens du récit, c'est-à-dire notre pleine capacité à penser et imaginer. Donc, c'est une question que je souhaitais laisser en suspens et que j'ouvre volontiers à la discussion. Voilà. Merci beaucoup de vos présentations, c'était très intéressant. Merci. Moi, j'ai peut-être, avant de donner la parole à Daniel, je voudrais juste poser une question à Mike. François Dupuis, il dit donc le contrôle se fait mieux dans le flou que dans la clarté. Du coup, est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que ça représente pour toi? En fait, ce que j'ai pu comprendre par rapport à ce qu'il expliquait, c'est que dans cette jungle de processus, dans cette jungle d'indicateurs de performance, etc., les employés qui sont vraiment dans l'exécution, qui détiennent la connaissance du terrain, ils sont capables de s'aménager en fait des décisions qui influencent véritablement le fonctionnement de l'entreprise parce que justement, ils naviguent dans ce flou et ils arrivent à surfer un peu sur ce flou. Ils en font quelque chose. Ils en font quelque chose. Alors que leur propre direction, elle, passe son temps à établir les indicateurs, à les faire descendre et puis ensuite à les interpréter, à essayer de les décoder et puis se rendre compte qu'il y a une perte, enfin, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a une énorme perte d'énergie. À l'intérieur de tout ça, finalement, au travers de la création de certains réseaux, de certains fonctionnements qui sont de nouveau pas explicites, mais plutôt implicites, on voit que le contrôle, il est dans cette couche-là de l'organisation. C'est comme ça que moi, j'ai pu le comprendre. La clarté, elle vient de la hiérarchie, elle vient des processus qui sont effectivement, on ne peut pas aller contre, c'est des choses qui sont extrêmement claires, mais par contre, ce n'est pas ça qui aide à avoir le contrôle sur l'organisation. C'est comme ça que j'ai compris. D'accord. Parce que c'est vrai que je me souvenais plus de ça dans le bouquin de François Dupuis, mais moi, par rapport à ça, j'aurais envie de me dire, bah oui, créer beaucoup de processus, beaucoup d'indicateurs, etc. Finalement, c'est vouloir contrôler et c'est se donner finalement comme conséquence qu'on contrôle plus rien, parce que finalement, à vouloir trop contrôler, à fixer trop de règles, et ben finalement, on voit bien que ça donne des espaces à tout le monde pour fuir le contrôle. Mais justement, en fait, là, on peut dire que la clarté crée du flou et que c'est en créant du flou qu'elle rend le contrôle impossible. J'étais pas très au clair avec cette formule. Je ne sais pas si c'est clair de dire ça comme ça d'ailleurs, ou flou. Ouais, moi, j'ai eu le sentiment qu'en fait, c'est toute cette prolifération de process et autres, ça crée une espèce d'écran de fumée, comme ça, une espèce de brume à l'intérieur de l'organisation, dans laquelle finalement les collaborateurs ont trouvé le moyen de juste naviguer en dessous. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Daniel? Non, je trouve l'idée intéressante, effectivement, parce qu'au départ, il y a cette opposition classique entre une approche du pouvoir à la Weber, où on va définir des normes, des responsabilités, des systèmes de contrôle, et puis une approche du pouvoir à la Crozier et Friedberg, où justement c'est dans les zones de flou, d'incertitude, que les gens vont échapper aux règles, aux normes et retrouver une certaine autonomie. Donc on est bien là-dedans avec cette tentative un peu vaine de rajouter tout le temps des outils de contrôle
alors qu'il y aura toujours des zones d'incertitude et des zones de flou dont vont chercher à se saisir les individus pour retrouver un petit peu de latitude par rapport au travail. Par contre, cette idée que ça crée un brouillard et qu'au final, on est passé au-delà d'un seuil qui permet de donner beaucoup de liberté aux individus, je trouve ça intéressant. Ouais, moi, si je peux me permettre de rajouter, en fait, moi, j'ai eu une image un peu qui m'a accompagné pendant toute la lecture. J'ai eu l'image un peu métaphorique d'un arbre, finalement, à qui on veut donner une forme, à qui on veut donner une texture, et puis on va le contraindre en le taillant comme on le souhaite, et puis au final, on le voit et il nous plaît de loin comme ça, on le contemple. Puis en fait, cet arbre, il a continué à pousser de par ses racines, qui sont en fait l'essence même d'un arbre, et c'est ça qui lui apporte la vie en partie, en grande partie. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'à un moment donné, un arbre, quand on a beau essayer de le canaliser, de le tailler, de le rendre à notre image dans un jardin, et puis finalement, au bout de quelques années, il arrive quand même à faire se démolir un mur qui est à 5 mètres de lui parce que il a continué à grandir dans la partie qu'on ne voit pas. Et ça, voilà, j'ai eu ces images de brouillard, d'arbres, c'est un peu particulier, mais ça m'a beaucoup parlé, ces métaphores-là. Ok. Du coup, peut-être on va quand même se ménager 5 minutes de pause, Daniel. Donc, encore une dernière question peut-être pour Céline. Est-ce que tu as apprécié cette lecture finalement un peu plus philosophique ou est-ce que tu as trouvé ça, tu as regretté ton choix? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, j'ai dû m'accrocher pour être tout à fait honnête. C'était pas évident. En fait, les premiers chapitres étaient compliqués parce qu'ils faisaient souvent le lien finalement avec son secteur d'activité, avec des termes médicaux, où là finalement j'avais souvent l'ordinateur avec Internet ouvert pour finalement faire des liens. D'ailleurs, je disais à Mike, j'aurais voulu trouver une brève vidéo à faire passer dans la présentation, mais j'ai trouvé vraiment des vieilles vidéos où finalement, pendant 2 heures, on parle de choses médicales, de diagnostics, de comparaisons, et puis il aurait fallu prendre le temps finalement de visionner toutes ces vidéos et d'en ressortir qu'un bref élément. J'ai plus apprécié les derniers chapitres où je trouvais que c'était beaucoup plus facile de s'identifier à la lecture. Après, finalement, quand on prend le contenu global, les approches philosophiques, on s'y retrouve, on s'identifie à tout ça. On parle de grilles d'évaluation, de diagnostic, de façon de penser au sens plus large. Oui, là, c'est appréciable, mais j'avouerais que les premiers chapitres, j'ai un peu regretté le choix du livre. Ça m'étonne pas vraiment. Ça m'étonne pas vraiment. Mais si je dois être tout à fait transparente, je l'ai choisi aussi parce qu'il était plus petit. C'est une punition divine alors. De ce côté-là, ouais. On m'y reprendra pas 2 fois. Mais c'est vrai que Roland Gori, c'est quelqu'un qui vient d'un champ qui n'est pas celui de la gestion. Par contre, il a aussi écrit beaucoup de manière très critique sur le coaching. Et moi, je peux vous inviter vraiment à lire ces articles critiques. Voilà, il faut les lire comme des articles critiques sur le coaching, justement, avec cette critique de l'instrumentalisation de l'humain, de l'homme maximisé, par opposition justement à la vulnérabilité, à la névrose qui fait partie de la vie, au besoin du temps long pour se dire et pour construire du sens. Voilà, et une articulation entre vos deux lectures, c'est peut-être Robert qui avait aussi dans la bibliographie. Oui, oui. Et notamment il y avait sur le Aubert rappel. et puis il y avait Marie-Anne Dujarier. Je ne sais pas ce qu'a pris Cindy comme ouvrage. Aubert. D'accord. Ok. Bon, j'espère que vous avez pu partager avec elle sur le contenu et sinon, ce serait intéressant de lire sa note de lecture. Merci beaucoup. On va se prendre 4 minutes pour aller boire un verre d'eau et avant d'accueillir le prochain groupe. Bonne soirée. Vous pouvez rester si vous avez la possibilité et sinon, à tout bientôt.
Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, Bye bye. merci. Au revoir.